Défi 30 fois Rabelais. Croyez-le si vous voulez, allez vérifier dans les choses passées. On est le 17, on est dans le cœur du tiers-livre probablement le plus méconnu, mais là où il y a le plus à découvrir, et notamment comment Pantagruel conseille à Panurge de conférer avec une sibylle de Panzou. Panzou, c'est un drôle d'endroit. Quand vous quittez Chinon pour rejoindre Loudun, bon, d'accord, il faut déjà des raisons pour faire ça. Mais la vallée de Chinon, comme le vin du même nom, c'est verdoyant, c'est des petites collines, la Vienne qui scintille, il y a des maisons magnifiques comme chacune dans son petit clos. Et puis on grimpe, on arrive sur un plateau, et ces plateaux, c'est des brandes. Il y a de la bruyère mauve, mais c'est un petit peu terne, c'est aride, c'est désolé. Et c'est là qu'il y a ce village qui s'appelle Panzou. Au XVIe siècle, est-ce que c'est lié à cette géographie particulière que c'était lieu de sorts et sorcellerie? En tout cas, au XIXe siècle, ça a duré encore. Et quand aujourd'hui, dans votre voiture, sous des grands ciels un peu noirs comme aujourd'hui, vous traversez cette lande, vous comprenez ça. Peu de temps après, Pantagruel manda acquérir Panurge et lui dit: « L'amour que je vous porte, invétéré par succession de longtemps, me sollicite de penser à votre bien et profit. Entendez ma conception. On m'a dit que, à Panzou, près le Croulet, est une sibylle très insigne, laquelle prédit toute chose future. Prenez Épistémon de compagnie, vous transportez de vers elle, et oyez ce que vous dira. » Et dans mon enfance, nous, c'était à Chex, près de Vix, à côté d'Anvix, là où habitait d'ailleurs Gaston Chessac, qu'on avait une dormeuse. Et mon grand-père, en tant que quelqu'un qui, dès 1925, avait lancé son travail de mécanicien, auto, moto, bateau, tracteur, motopompe, mais aussi ambulance, mais aussi corbillard, mais aussi auto-école, toutes ces choses qui ensuite se diviseraient, se spécialiseraient. Il continuait de faire le taxi, avant qu'il y en ait. À partir des années 60, tout ça, ça finirait. Mais donc, il emmenait les gens à la dormeuse de Chex. Donc cet univers-là, je l'ai un petit peu connu aussi. La dormeuse de Chex, j'ai pas travaillé directement avec elle, mais je travaille avec des gens qui ont travaillé avec elle. Là, on est hors de propos. Leur chemin fut de 3 journées, ce qui est beaucoup pour aller de là où normalement ils sont, à Chinon, jusqu'à Panzou, qui est le bled d'à côté. La 3e, à la croupe d'une montagne, on n'est pas franchement un pays de montagne, sous un grand et ample châtaignier. Mais là, tout d'un coup, on se retrouve chez Constable et la peinture de paysage qui n'existe pas encore. Chez les Hollandais, oui, les peintres de Flandre, comme dit Rabelais, mais pas trop chez nous. Mais voyez comment on pose le décor à la montagne, le châtaignier, et puis petit à petit, l'image se construit. On arrive. Leur fut montré, donc ce qui suppose un spectateur à côté, c'est-à-dire quelqu'un sur le bord du chemin qui leur indique la maison de la sorcière. Leur fut montrée la maison de la vaticinatrice. Sans difficulté, ils entrèrent en la case chaumine, mal bâtie, mal meublée, tout enfumée. Il faut les voir, ces toutes petites maisons de Touraine où vivaient des tas de familles, etc. Le sol est de terre battue. Évidemment, l'âtre est la chose principale. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de porte? On entre directement dans la salle commune. Ils entrèrent en la case chaumine, mal bâtie, mal meublée, tout enfumée. Baste, dit Épistémon, Héraclite, grand scotiste et ténébreux philosophe, ne s'étonna, entrant en maison semblable, exposant à ses sectateurs et disciples que là aussi bien résidaient les dieux, comme en palais plein de délices, un peu de rhétorique là. Et croit que telle raison la case de la tant célébrée Hécate, lorsqu'elle festoya le jeune Thésée, telle aussi celle de Irus en opinion, en laquelle Jupiter, au coin de la cheminée, trouvèrent la vieille. Ça, c'est les phrases qui m'enchantent chez Rabelais. Au coin de la cheminée, trouvèrent la vieille.
Elle est, s'écria Épistémon, vraie Sibylle, vrai portrait naïvement représenté par Homère. La vieille était mal en point, mal vêtue, mal nourrie, édentée, chassieuse, courbassée, roupieuse, langoureuse, et faisait un potage de choux verts avec une couenne de lard jaune et un vieux savorados. Et là encore, quelle merveille. C'est-à-dire, la Sibylle, est-ce qu'elle fait ça pour de l'argent, pour du commerce? Non, elle est dans la misère, elle est paysanne comme des centaines, des milliers autour d'elle, dans la moindre de ses choumines. Qu'est-ce qu'elle fait cuire? Du chou vert. Dans nos provinces, nous, c'est ce qui pousse partout. On les voit en fin d'hiver, avec leurs grosses têtes rondes plantées à 1 mètre du sol. Et puis, vous voyez le corps, édentée, chassieuse, courbassée, roupieuse, langoureuse, et faisait un potage de choux vert, avec une couenne de lard jaune. C'est pas avec le lard, la couenne, c'est le reste de peau du cochon qui est immangeable, qui est juste au-dessus. Verible, dit Épistémon, nous avons failli. Nous n'aurons d'elle réponse aucune, car nous n'avons le rameau d'or. J'y ai pourvu, dit Panurge. J'ai ici dedans ma gypsière en une verge d'or, accompagnée de beaux et joyeux Carolus. Ça veut dire qu'ils vont la payer pour ça. C'est maudit. Panurge la salua profondément, lui présenta 6 langues de bœuf fumées. C'est presque une insulte, 6 langues de bœuf, c'est des plats seigneuriaux. Elle qui est en train de se faire cuire son pauvre chou sur son âtre. Un grand pot beurrier plein de coscoton, un bourrabaquin garni de breuvage, une couille de bélier pleine de carolus nouvellement forgée. Ça, c'est cette phrase qui m'avait mis en rogne quand, autrefois, vous savez, il y avait une collection au Seuil. Je ne pense plus qu'elle existe maintenant. Enfin, en tout cas, elle a disparu. C'était vachement commode. C'était imprimé sur 2 colonnes en tout petit, mais ça nous permettait d'avoir un Balzac complet, un Zola complet, un Flaubert complet, un Molière complet. C'était le Pléiade du pauvre, quoi. Il y avait un Rabelais fait par un monsieur qui s'appelait Maurice Rat, qui avait voulu transcrire Rabelais en français moderne. Et là, Coscoton, il mettait couscous, et bourrabaquin, saladier. Alors ça donnait un grand pot beurrier plein de couscous, un saladier garni de breuvage, alors qu'un grand pot beurrier plein de coscoton, un bourrabaquin garni de breuvage, une couille de bélier pleine de carolus encore. Elle est pleine d'or, quoi, une bourse, quoi. Porte-monnaie, tiens, bourse, ouais. Excusez-moi, je ne peux pas faire les commentaires au Collège de France. Moi, je finirai pas là-bas. Enfin, avec profonde révérence, lui mit au doigt médical une verge d'or bien belle, en laquelle était une crapaudine de bœuf magnifiquement enchâssée. Puis, en brèves paroles, lui exposa le motif de sa venue. La priant courtoisement, lui dire son avis et bonne fortune de son mariage entrepris. La vieille resta quelque temps en silence, pensive, richinante des dents, puis s'assit sur le cul d'un boisseau, prit en ses mains 3 vieux fuseaux, les tourna et vira entre ses doigts en diverses manières, puis éprouva leur pointe, le plus pointu retint en main, les 2 autres jeta sous une pille à 1000. Après prit ses dévidouaires et par 9 fois les tourna. Au 9e tour, considéra sans plus toucher le mouvement des dévidoirs et attendit leur repos parfait. Depuis, je vis qu'elle déchaussa un de ses éclos, nous les nommons sabots, mit son devantao sur sa tête comme les prêtres mettent leurs amis quand ils veulent même chanter, puis avec un antique tissu, riolé, piolé, le lia sous la gorge. Ainsi affublé, tira un grand trait du bourrabaquin, prit de la couille bélinière 3 carolus, les mit en 3 coques de noix, les posa sur le cul d'un pot à plumes, fit 3 tours de balai par la cheminée, jeta au feu demi-fagot de bruyère et un rameau de laurier sec. Là, considéra brûler en silence, et vit que brûlant ne faisait grillement ni bruit aucun. Ah donc, s'écria épouvantablement, sonnant entre les dents quelques mots barbares et d'étranges terminations, de mode que Panurge dit à Épistémon, « Par la vertu de Dieu, je tremble, je crois que je suis charmé, elle ne parle point chrétien. Voyez comment elle me semble de 4 rampants plus grande que n'était lorsqu'elle se capitonna de son davanteau. Que signifie ce remuement de badigouins ?
Que prétend cette jectication des épaules? À quelle fin fredonne-t-elle des babines comme un singe démembrant écrevisse? Rabelais. Les écrevisses, vous voyez ce que c'est. Les singes, vous voyez ce que c'est. Est-ce que vous avez vu des singes éplucher des écrevisses? Comme singe démembrant écrevisse. Les oreilles me cornent, il m'est avis que je vois Proserpine bruyante, les diables bientôt en place sortiront. Oh, les laides bêtes, fuyons, serpe Dieu, je meurs de paour, n'aime point les diables, ils me fâchent, sont malplaisants, fuyons. Adieu, madame. Vous voyez comme déjà on voit se profiler ce discours de Panurge et la peur qui culminera plus tard dans la tempête. Je n'aime point les diables, ils me fâchent, sont malplaisants, fuyons. Adieu, madame, grand merci de vos biens, je ne me marierai point, non, j'y renonce dès à présent comme alors. Ainsi commença à escamper de la chambre, mais la vieille anticipa, tenant le fuseau en sa main, et sortit en un coutil près de sa maison. Là était un sycomore antique. Elle l'écroula par 3 fois, et sur 8 feuilles qui en tombèrent, sommairement, avec le fuseau, écrivit quelques brefs vers. Puis les jeta au vent et leur dit « Allez les chercher, si vous voulez. Trouvez-les, si pouvez. Le sort fatal de votre mariage y est décrit. » Ça aussi, je trouve ça admirable. On secoue l'arbre, prend les feuilles avec le fuseau pointu. C'est ces trucs, le même fuseau de la Belle au bois dormant, celui qui sert à tisser la laine. On tisse la laine, je sais pas. Ouais, la laine de mouton pour la garder, etc. Le rouet, tout cet appareil paysan, l'appareil des chaumières. Et bien, dessus, avec la pointe, elle écrit son truc et puis lance les feuilles au vent. Cherchez-les si vous voulez. Trouvez-les si pouvez. Le sort fatal de votre mariage est écrit. C'est-à-dire l'écriture comme énigme, l'écriture à reconstituer depuis son support même, réassembler, refaire. Ces paroles dites, se retira en sa tanière. Sur le perron de la porte, se retourna, robe, cotte et chemise jusqu'aux aisselles, et leur montrait son cul. Panurge l'aperçut, dit à Épistémon, par le sambregois de bois, v'là le trou de la Sibylle. Soudain, elle barra sur soi sa porte. Depuis ne fut vue. Ils coururent après les feuilles, les recueillirent, mais non sans grand labeur, car le vent les avait écartés par les buissons de la vallée, et les ordonnant l'une après l'autre, trouvèrent cette sentence en maître. T'égousseras de renom, engrosseras de toi non, te suceras le bon bout, t'écorcheras, mais non tout. Et là, eh bien, on retombe dans la circularité du tiers-livre, c'est-à-dire que vous avez l'expérience de la langue, et vous voyez comme la sorcière, c'est fabriquer, c'est-à-dire comment on conçoit l'expérience et le théâtre de cette expérience qui vous permet d'écrire. Et cette trace matérielle étant présente, eh bien, à vous d'interpréter. Et interpréter, évidemment, Panurge interprétera dans un sens, Épistémon dans l'autre, et on n'aura pas de solution qui vaille, sinon qu'elle soit à l'intérieur de vous-même. Soyez assurés de votre vouloir. Première figure du tiers-livre, la Sibylle de Panzou. Panzou, vous pouvez y aller, il y a un très bon vin et de très bons viticulteurs, et même une compagnie de viticultrices qui organise tous les ans à Chinon un festival autour de Rabelais. Je fais de la pub éhontée. Message privé si vous en voulez savoir plus. À demain.